Bonjour à tous. Je vous laisse donc prendre place pour les derniers arrivés. Donc, nous allons démarrer cette seconde journée de la conférence de comparaison internationale sur l'éducation à l'orientation avec d'abord l'intervention de mes deux voisins que j'ai présentés rapidement et qui vont s'essayer à une synthèse des apports de la première journée en tant que grands témoins. Et donc ça nous prendra jusqu'à 10h15 où il y aura une petite pause qui sera suivie de la troisième plénière animée par Éric Verdier avec des experts, chercheurs internationaux que je lui laisserai le soin de présenter par la suite. Donc, nous allons maintenant entendre d'abord Jean-Marie de Quetel, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain et donc un des grands experts internationaux en matière de politique éducative et francophone, malgré tout. Et puis ensuite Laure Delaire, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental en tant que représentante des organisations étudiantes et des organisations de jeunesse. Je précise simplement que Laure, avec Albert Riesenthaler, était rapporteur donc du travail du Conseil sur cette question de l'orientation et il y a peu de temps a été publié le fruit de ces échanges. Je laisse la parole donc aux deux grands témoins. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par rappeler que Nathalie Mons, présidente du CNESCO, mentionnait que l'objectif de cette deuxième journée serait consacré aux recommandations et aux décisions d'action. Et grâce à un triple échange, les interventions en plénière et la discussion qui en est suivie, les ateliers, les recommandations qui ont été faites en atelier. Je remercie beaucoup l'équipe du CNESCO qui m'a envoyé hier soir une synthèse de ces recommandations que je trouve vraiment intéressantes et auxquelles je ferai allusion, mais aussi les pré-rapports qui ont été commandités au préalable par le CNESCO pour préparer cette réunion ici, dont notamment le rapport de notre président de séance, parmi d'autres. Je voudrais, du point de vue subjectif, forcément, de quelqu'un qui a travaillé plus de 50 ans sur les systèmes éducatifs et leur évaluation dans de très nombreux pays, de prendre 8 points forts parmi beaucoup d'autres possibles, en partant plutôt de points forts très centrés, très liés au terrain, et en évoluant progressivement vers des points forts qui sont plus de l'ordre de l'institution et du pilotage et de la régulation. Premier point fort très rapidement, je pense qu'il y a un consensus de l'ensemble des participants, des rapports, etc., pour dire qu'il faut commencer très tôt, dès le primaire, le processus d'éducation à l'orientation. Évidemment, ça pose de nombreuses questions. Parmi ces questions, évidemment, le quoi, le comment et qui impliqué dans ce processus. Le comment et qui impliqué dans ce processus va sans doute être développé dans plusieurs points qui vont venir par la suite. Je voudrais m'attarder quelques secondes sur le quoi. Dans une des interventions en plénière, je n'ai plus en tête laquelle, il était montré que dès le primaire, il était fort important de centrer des activités sur le sens du travail. Et ceci dans un double sens. Le sens d'abord du travail scolaire de l'élève, puisqu'il fait du travail sur le pourquoi de
donné à ce travail, mais aussi dans un deuxième sens sur le travail de sa famille, des proches de sa famille, pour l'élargir progressivement au cours de la scolarité sur des environnements moins proches, de la famille, du quartier, vers le local, vers ensuite le régional, vers le national et plus tard encore vers l'international. Donc le sens du travail qui est un travail réflexif à faire dès le primaire et tout au long de la scolarité. Et deuxième point parmi d'autres que je voulais aborder sur le quoi, c'est la confiance en soi. Et beaucoup de personnes, y compris dans les ateliers, notamment ateliers 1, 2, mais d'autres encore, ont parlé de l'importance de faire prendre conscience aux jeunes, aux enfants, dès le plus jeune âge, de leurs ressources et d'élargir ce champ des ressources dont ils ont conscience ou dont ils n'ont pas conscience, mais aussi des existant dans l'environnement proche ou plus lointain, suivant le niveau des jeunes, les opportunités pour les exploiter. Mais au-delà de la connaissance des ressources et des opportunités, il semble important, comme ça a été dit à plusieurs reprises, de bien prendre conscience que la confiance en soi, elle est avant tout générée à la fois par le type de relation avec les parents, avec les enseignants, qui, suivant le mode de relation, suivant l'absence d'étiquetage, par exemple, les travaux sur l'étiquetage ont montré l'importance de la relation et de l'absence d'étiquetage sur le développement de la confiance en soi. Et peut-être un problème qui est évoqué beaucoup dans les médias maintenant, peut-être moins ici dans la journée d'hier, c'est les problématiques du harcèlement sexuel sur harcèlement sexuel ou autre d'ailleurs, sur la confiance en soi. Le deuxième point fort à mettre en évidence, c'est l'importance d'associer très tôt et tout au long du processus d'orientation les familles. C'est sans doute quelque chose qui se développe de plus en plus par rapport aux politiques d'orientation antérieures. Et là, je fais notamment référence à des ateliers comme l'atelier 2, par exemple, qui montrait la nécessité d'un projet collectif parents-établissement, de travailler là-dessus, d'un travail avec les parents sur les ressources de leurs enfants, comme on vient de le dire dans le point numéro 1, sur davantage de contact avec les parents, notamment par SMS plutôt que par pronote, comme dit cet atelier 2, et sur l'importance des formations sur lesquelles on aura l'occasion notamment de revenir. Mais aussi d'autres recommandations dans d'autres ateliers, je pense notamment à l'atelier 5 qui montrait effectivement l'importance de pouvoir former les acteurs, dont les parents, aux applications numériques qui ont trait à l'orientation. Il ne suffit pas de dire qu'elles existent, encore faut-il avoir des formations ou des accompagnements pour l'utilisation de ces applications qui facilitent le processus d'orientation. Troisième point fort, c'est l'importance d'un travail d'orientation au sein des établissements. Ça fait partie d'ailleurs des prescrits dans de très nombreux pays, dont la France. Mais un participant dans la salle et d'autres personnes, et sans doute en atelier aussi, cette personne dans la salle mentionnait que les enseignants étaient face à des demandes de plus en plus nombreuses d'intervention sur de très nombreux thèmes et qu'il était difficile d'espérer un engagement fort efficace de tous les enseignants, peut-être à l'exception, comme disait cette participante, de ceux qui ont un besoin d'un complément d'horaire ou ceux qui ont une vision idéologique très forte. Et donc l'importance d'un travail au sein d'établissements, ce qui suppose une intervention pertinente des conseillers d'orientation, parce que le conseiller d'orientation peut avoir
un impact très important dans l'animation des établissements, non seulement auprès du chef d'établissement, auprès des professeurs principaux, dont certains rapports montrent l'importance cruciale dans l'orientation des élèves à certaines étapes critiques du processus, mais aussi les autres enseignants. Ceux demandent un travail de partenariat, ce qui demande de l'investissement en temps et en espace de travail, parce que l'essentiel du travail ne se fait pas seulement au moment de l'animation, il se fait en amont lorsqu'on prépare avec les acteurs concernés ce travail, cette action, et même en aval quand on veut faire un travail réflexif sur les effets de cette action. Mais là aussi, je pense que c'est une des responsables, des psychologues, des conseillers d'orientation qui mentionnait très bien que ces conseillers étaient soumis à des tensions redoutables. Que peut faire un conseiller d'orientation face à 2000 élèves quand il a dans son travail la fonction de faire des entretiens individuels avec des élèves, quand il a dans son travail une fonction d'animation au sein des établissements, quand je viens de le mentionner, quand il doit, face aux mutations, face à l'évolution des contextes, face aux mutations des emplois, de faire un travail d'ajustement des connaissances, notamment sur les emplois, sur les réseaux professionnels, sur les partenaires possibles, sur les étudiants tuteurs, comme on a dit dans une intervention, par exemple, sur le travail avec les universités, comme le mentionnait, par exemple, Donzelot dans son intervention. Quatrième point fort, c'est l'importance de la formation des acteurs, avec une précaution préliminaire importante à faire, me semble-t-il, qui a été d'ailleurs mentionnée par l'une des personnes hier. On a une tendance très rapide à reléguer le travail à la formation initiale, à se décharger sur la formation initiale. Et il ne faut que les recherches qui ont travaillé sur les effets, sur l'efficacité des formations initiales ont montré que, quelle que soit la qualité de la formation initiale assurée à de futurs professionnels, eh bien, l'efficacité sur le changement des pratiques en contexte, donc sur le terrain, était loin d'être démontrée. Et que la formation initiale, pour être efficace, était conditionnée à l'existence de dispositifs de formation continuée pertinents. Et par pertinente, ça veut dire pas uniquement simplement des séances d'information et discussion, mais ça demande surtout, et je pense que ça va être abordé par ma collègue de gauche, par des dispositifs d'accompagnement et par un réel travail de partenariat. Le travail de partenariat, le travail d'accompagnement, comme ça a été démontré dans des travaux récents, a une efficacité très forte et est sans doute un des meilleurs moyens, une des meilleures stratégies pour que la formation continue, et c'est une formation continue, puisse avoir des effets concrets en contexte sur le terrain. Cinquième point fort, c'est la résistance des déterminants sociaux, le statut socio-culturel des familles, les déterminismes liés au genre, les déterministes liés au territoire, comme l'ont montré certains rapports notamment. Et ceci a été soulevé par les intervenants en plénière hier, ça a été soulevé dans les ateliers, ça a été démontré dans les rapports précommandités, dont un rapport qui est sur le plan scientifique extrêmement bien montré et qui porte sur l'analyse des parcours, c'est celui de Pascal Bressou pour ne pas le citer, c'est l'analyse des parcours de près de 20 000 élèves de 173 collèges
qui était dans une base de données qui a fait l'objet d'un traitement. L'objectif du chercheur était de voir quels étaient les facteurs qui influençaient le choix au terme de la troisième d'une filière générale et technologique ou d'une filière professionnelle. Et cela, quatre phases, des 4 étapes du processus d'orientation, à savoir la première, les intentions des familles, la deuxième, les recommandations du conseil de classe, la troisième, les vœux définitifs formulés par les familles, et la quatrième, la décision de l'établissement. Les résultats de cette recherche montrent le poids très important, évidemment, des familles. Ça revient ici encore un travail sur le point 1 que j'ai signalé tout à l'heure, et donc sur l'importance du statut socioculturel des familles, sur l'importance aussi pour certains aspects de l'orientation des déterminismes liés au genre, et aussi sur les déterminismes liés à certains territoires. Et j'y reviendrai dans le point suivant. Parce que le déterminisme le plus important, le facteur le plus important en tout cas, là ce n'est pas un déterminisme au sens aussi fort que le déterminisme social par exemple, c'est le poids très fort de la note scolaire. Et ce sera le point 6. Le poids de la note scolaire, comme ça a été très bien démontré dans plusieurs rapports, dont celui que je viens de citer, tout particulièrement en France, où on est dans un système que l'on qualifie, qu'un chercheur a qualifié de tubulaire. C'est le même programme pour tous les élèves du primaire, c'est le même programme, c'est les mêmes cours pour tous les élèves du collège, c'est le même programme à l'intérieur d'une filière pour le lycée. Et donc, c'est vraiment une filière tubulaire où les retours en arrière sont difficiles, où les interruptions sont difficiles, contrairement à certains pays, comme les pays scandinaves, où les retours en arrière sont possibles et sont même privilégiés d'un point de vue politique. Et Pascal Bressu a bien montré que la note scolaire d'un établissement scolaire est le facteur le plus déterminant, mais on peut s'en douter, sur le taux de décision en faveur des filières générales et technologiques par rapport aux filières professionnelles. Mais il a démontré aussi que les établissements dans les territoires apportaient une plus-value ou une moins-value supplémentaire, en ce sens que quand on comparait les notes scolaires moyennes d'un établissement aux notes du DNP, donc du diplôme national du DNB, du diplôme national de brevet au terme de la troisième, on voyait que certains établissements avaient une note moyenne qui était supérieure à la note attribuée par le DNB ou une note inférieure, et que le choix des filières au terme de la troisième était fortement conditionné par cette moyenne en sur ou en sous par rapport au DNB. Ce n'est pas le DNB qui détermine vraiment la filière qui va être choisie, c'est davantage les notes au sein de l'établissement, et il y a des divergences entre les établissements, notamment suivant les territoires. Ce qui implique un certain nombre de recommandations qu'ont fait les ateliers, notamment sur l'importance de la formation des parents à bien lire, à bien décoder les bulletins, les notes scolaires, à comprendre ce qui se cache derrière la note scolaire, à ce qui se cache derrière l'erreur, et donc une formation notamment sur le statut de l'erreur. Et avant-dernier point que je voudrais souligner, c'est le lien qui a été mentionné, surtout dans une des interventions en plénière, mais qui a été rappelé dans la discussion en amphi, sur le lien entre compétences transversales, curriculum et évaluation. Le débat sur les compétences transversales est de plus en plus fort et est lié au débat sur les politiques d'orientation, mais aussi sur
sur l'emploi proprement dit, donc l'orientation scolaire, mais l'orientation aussi à l'emploi. En termes de compétences transversales par rapport à l'orientation proprement scolaire, c'est-à-dire la poursuite des études, surtout quand on commence très tôt depuis le primaire, il y a des moments critiques dans la poursuite des études. Le professeur Sultana de Malte a sans doute bien synthétisé ce qu'on a retrouvé dans d'autres exposés préliminaires, comme ceux, par exemple, de notre collègue coréenne, sur des compétences très importantes pour l'orientation, qui seraient, selon lui, rassembler de l'information, donc apprendre à rassembler de l'information, analyser l'information rassemblée, la synthétiser, organiser et utiliser l'information pour s'orienter. Et cela, ces différentes compétences, notamment de l'information et du traitement de l'information, de l'utilisation de l'information sur soi d'abord, mais aussi sur l'enseignement qui va suivre, et aussi, évidemment, sur les carrières qui seront potentielles, surtout à des moments critiques. Et donc, l'atelier 4 s'est fort penché sur ces aspects-là, notamment en se projetant, en disant l'importance de se projeter dans l'avenir et dans l'univers professionnel, ce qui implique effectivement le développement de ces compétences. Puis les compétences transversales liées à l'orientation à l'emploi. Quelles compétences sont vraiment nécessaires pour l'emploi ? Des intervenants ont bien montré que le modèle de l'adéquationnisme ne doit pas être rejeté complètement, mais il ne tient la route que pour, à court terme, il y a des moments critiques du processus d'orientation. Par exemple, quand il s'agit, à un moment critique, vais-je, par exemple, décider d'aller dans un BTS pour prendre cet exemple-là. Il ne tient plus du tout, donc l'adéquationnisme ne tient plus la route du tout à long terme, suite aux mutations de la société qui ont été bien décrites, par exemple, par Borem Chakroun de l'UNESCO, qui montre, par exemple, qu'est-ce qui va le devenir avec des emplois, avec l'intelligence artificielle, pour ne prendre que cet exemple. Comment réagir par rapport au phénomène de polarisation qu'il a très bien décrit. Et donc se pose la question d'une réflexion vraiment sur les compétences à développer dans ces contextes de mutation et dans ces contextes de polarisation. Y aurait-il des compétences qui seraient communes à tout emploi? Y aurait-il des compétences qui seraient spécifiques pour des emplois de niveau de qualification élevé? Y aurait-il des compétences spécifiques socles pour des niveaux de qualification élevés? C'est une question extrêmement importante. Et c'est un des intervenants qui disait que le curriculum socle de compétences était très loin sans doute de ces compétences à rechercher et que je viens de mentionner. Alors que dire de l'évaluation? Si des évaluations internationales comme PISA tentent petit à petit de tenir compte de ces aspects, est-ce que les notes scolaires sont en phase avec ces différentes compétences? Et donc c'est là une grande question à se poser. Et mon 8e point fort, très brièvement, c'est la tension entre le prescrit par les responsables institutionnels, les politiques, et d'autre part les pratiques réelles, qui a été vraiment évoqué par plusieurs intervenants. Les rapports, dont le rapport par exemple d'Amir Kanzitou et de Marc Demeuse par exemple, montrent très bien que les prescrits sur le processus d'orientation vont dans le bon sens dans la plupart des pays qu'il a pu comparer. Elles sont souvent du même ordre, mais que les pratiques ne suivent pas. Et c'est le président de séance de la deuxième partie de la matinée hier qui rappelait effectivement, à partir de documents qui remontaient parfois très loin, qu'on retrouve pratiquement les mêmes prescrits, 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans en arrière,
et pour constater que finalement la situation n'avait pas évolué autant qu'on le voulait. Et donc, une recommandation certainement très forte à faire, c'est sans doute d'aller dans les politiques de prescription et de régulation, de pilotage, d'aller au plus proche du terrain pour tous ceux qui sont chargés de ce travail de prescrit et tous ceux qui sont chargés du travail d'implantation et des régulations, ce qui suppose sans doute quelque chose que nous avons observé pendant toute la journée d'hier, participation et écoute. Je vous remercie.